ces questions qui ne recevront pas de réponse. La nuit du 18 au 20-1 du mois de janvier de l'année 2024, selon le calendrier grégorien. J'ai oublié. En tout cas, des questions qui ne recevront pas de réponse. C'est quelque chose d'énorme, quelque chose qui peut tout contenir finalement. Cette phrase, cette thématique est quelque chose de très ouvert, donc est très grand et presque, et toucherait presque aux dimensions de l'infini. La question, ça revient au même. C'est une seule question d'où découlent plusieurs questions ou sous-questions. Voilà. La question est l'idée de se poser une question, de se questionner, et peut-être c'est quelque chose d'universel. En tout cas, quand on l'exprime dans une langue, on est tenu par cette langue, parce qu'elle vous offre comme possibilité, comme image, comme association, comme manière d'amener quelque chose. Donc, vous ne pourrez jamais prétendre à l'universalité humaine, et encore moins à l'universalité de tout ce qui existe hors l'humain. L'humain n'est qu'une partie, même s'il semble un peu se répandre, s'être répandu partout, n'empêche que si on tient compte du monde de l'infra, on pourrait dire que les mesures ne sont... Si on parle d'un milliard d'êtres humains, cette espèce dite Homo sapiens sapiens, bon, et jusqu'à preuve du contraire, peut-être qu'on l'appellera différemment, mais en tout cas, milliards, dans le creux de ma main, il est possible qu'il y ait des milliards d'êtres vivants, en tout cas, qui se reproduisent, qui interagissent, qui font tout ce qu'un être vivant fait, mais qui sont, évidemment, leur temporalité est tout autre que la mienne et que celle de mon espèce. En tout cas, donc ici, là, partout, il y a la preuve que l'universalité n'est qu'une prétention. Donc, poser la question, c'est aussi se demander si un être d'une autre dimension n'est pas plus, j'allais dire, légitime à se poser cette question. En tout cas, on pourrait imaginer, avec le risque de se tromper immanquablement, que chaque être, à un moment donné de sa temporalité, de sa ligne temporelle, va se demander, à se poser la question à sa manière à lui, va éprouver le besoin d'être devant une difficulté, devant un inconfort ou un autre. À un moment donné, les choses ne viennent pas de façon, j'allais dire, ça ne découle pas de façon spontanée. Il faut toujours un peu lutter. Et puis, il y a la dimension aléatoire, l'intervention du hasard dans toutes les affaires du monde. Et
Donc il est possible que si l'on se situe sur le bord, ce sera différent que si l'on s'était situé près ou dans le centre lui-même. Il pourrait y avoir plus de nourriture, plus de ceci, plus d'humidité pour les bactéries, pour les... tout un tas de paramètres dont il faut tenir compte. Donc, le sentiment de décliner, ça doit être un sentiment universel aussi. L'idée de peut-être la question de savoir pourquoi, le pourquoi des choses, en dehors du fait que l'on on tente par tous les moyens de survivre, mais on peut se poser la question sur le sens général, global de tout cela. Donc se poser des questions auxquelles on n'aura pas de réponse. On n'imagine pas qu'une bactérie puisse nous répondre. On n'imagine pas qu'un virus puisse nous répondre. On n'imagine pas tout ce qu'on a catalogué ainsi, on sait, comme séparé. Peut-être que cette séparation n'est pas si pertinente que cela, n'est pas si fondée que cela. Bon, en tout cas, on se pose des questions à son échelle, puis à celle plus grande de celle du vivant. Les stratégies que l'on met ou que l'on ne met pas, en tout cas le mot stratégie est un mot, voilà. Les efforts que l'on fait ou qu'on ne fait pas ou qu'on fait pas bien pour se maintenir hors de l'eau, pour échapper finalement à la submersion. Il y a comme un sentiment d'être dans le vague, d'être dépassé, d'être déphasé, d'être un peu décalé. Il y a ce décalage que l'on ressent par rapport à l'ensemble de tout ce qui se passe, de ce qui se passe finalement. Alors, poser la question, c'est un peu s'engager sur un chemin que d'autres ont emprunté plus tôt. Et il y a toujours une question à propos du lendemain, à propos de ce qui va arriver, de ce qui pourrait se produire et qui pourrait être assez, comment dire, dévastateur. Demain, on serait obligé de faire face à un ennemi ou à une catastrophe, à un danger quelconque. Donc on est tranquille jusqu'à ce que ça bascule dans l'impensé, la chose qu'on ne pouvait même pas imaginer. Parce que cela ne s'était jamais produit ou pas dans les proportions que cela a pris. Voici donc une catastrophe inédite. Voici un ennemi qui est arrivé de très loin. Voilà, une époque où finalement la distance comptait, donc un ennemi qui a parcouru des milles et des milles et des milles pour arriver jusqu'à nous, et puis finalement un ennemi totalement hermétique à nous supplique, à nous finalement qui veut tout prendre et en plus il va tout détruire. Donc il va prendre surtout d'abord les choses qui ont de la valeur, donc notamment les choses sacrées, évidemment. On réserve au sacré ce qu'on a de plus précieux. Donc voilà. Donc là, les questions qu'on pourrait
se poser de façon répétée, sans cesse jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'on soit incapable. Par rapport à la dimension de l'inconnu, la dimension des choses que l'on découvre, on peut supposer que ce qui reste à découvrir est plus important que ce qui a été découvert jusqu'à maintenant. Et puis, il y a des choses qui sont hors de portée de nos capacités de découvrir. Parce qu'ils sont situés, et comment dire, dans un angle auquel on n'a pas accès, dans une dimension qui nous est inaccessible. Quelque part, on pourrait parler des angles morts, on pourrait parler des choses qui sont quelque part qui peut-être obéiraient à des lois différentes de celles qu'on connaît, celles qu'on pratique. Voici donc une question. Évidemment, ce genre de questions qu'on serait un peu tenté de poser à la personne la plus haute dans la hiérarchie, quelque part dans l'idée de s'adresser directement au Père éternel, au Créateur, à celui qui pourrait se demander quel est réellement le dessein qui est à l'origine finalement. Est-ce qu'il y a derrière quelque chose? Est-ce qu'on pourrait dire, tiens, c'est un expérimentateur qui expérimente diverses façons donc, il joue à créer des êtres et à les mettre dans des environnements et à regarder comment ils vont finalement faire, comment ils vont se débrouiller pour satisfaire leurs besoins ou aller au-delà même de leurs besoins premiers. Pour y dire, tiens, cette expérience finalement a été concluante, mais elle atteint ses limites, alors on fait tout disparaître, et puis on recommence avec un autre groupe, peut-être avec comment dire, avec un potentiel différent. Une manière aussi de s'occuper. On imagine qu'un être divin, finalement, avec la marge, toutes les marges qu'il a devant lui, finalement, il a l'éternité pour lui, donc il faut bien qu'il s'occupe. Donc il pourrait créer ici ou là, mener plusieurs expériences en même temps, des infinités d'expériences. Voici donc le responsable, celui qu'on ne voit pas, mais qu'on pense, qu'on pressent qu'il existe d'une façon, bon, on transmet ce pressentiment. On en hérite, mais on n'en fait pas l'expérience par soi-même. C'est quelque chose qui se transmet culturellement, voilà, de génération en génération. Donc l'idée, la question, si pertinence il y a à poser cette question, l'existence, pourquoi faire? Évidemment, quand on voit d'autres êtres, on voit des choses. Ces choses nous interpellent. Quand on voit une vache, un ruminant, un herbivore, qui est obligé de manger presque en permanence. Quand il ne mange pas, il rumine. Et en plus, quand il fait beau, il est assailli par une mouche. Donc, il est en permanence perturbé. Donc, les mouches, ça pique. Ça vient du côté
de l'œil, c'est un enfer permanent. Quand il fait froid, ça va, mais quand il fait bon, à ce moment-là, des mouches et j'imagine d'autres insectes, les thons, etc. On me rappelle cette image de la vache en plein cagnard. C'est une vache qui se fait piquer par un thon. Et la vache, qui normalement est un être assez placide, assez lent, elle pique un sprint parce que comment dire, la douleur, cette piqûre est tellement douloureuse qu'elle fait un 100 mètres, voilà, ou plus, elle galope, elle s'envole. Donc voilà, donc on pourrait dire que nous, d'abord, nous ne passons pas notre temps à nous alimenter, donc nous pouvons consacrer la majeure partie à faire autre chose, parce que ce que nous mangeons est hautement énergétique. Et puis, nous arrivons à chasser les mouches, ce qui nous dérange, qui fait partie de notre environnement, mais qui nous dérange, les mouches, les puces, et ainsi de suite. Donc, il y a une différence. Il y a une différence et il n'y a pas d'égalité entre les êtres vivants. Et on pourrait imaginer, voilà, un enfer, bon, c'est un enfer métaphorique, voici, voilà, l'enfer c'est les autres, l'enfer c'est finalement être dans la confusion, l'enfer c'est être un peu comme aveuglé par des visions, voilà, être un peu assailli par ses propres démons, bah, des choses comme ça, voilà, l'enfer. Mais c'est un enfer discutable. C'est... Donc la question, et les questions, surtout cet échelonnement, finalement, qui nous interroge. On appartient à un groupe, il y a une filiation, mais normalement, cette filiation est, est faite de façon, comment dire, non pas anarchique, mais faite de façon euh, injuste, puisque on descend d'un père, et ce père, on n'a pas le temps de le connaître. Il y a ce décalage, on descend d'un grand-père, ce grand-père, à peine qu'on a commencé à nous rendre compte de son existence, à commencer un peu à en faire le tour, que déjà il disparaît. Donc on est condamné à être un orphelinat sans fin et à une absence, on perd. On perd les êtres qui auraient pu, finalement, qui auraient pu être de notre côté, être là, disponible, parce que le lien l'impose, et on est obligé de se rabattre sur d'autres, dont la disponibilité n'est pas, n'est pas aussi élevée, voilà, n'est pas aussi importante. Donc je descends de quelqu'un que je n'ai pas connu. Et je descends de quelqu'un de plus lointain que je n'ai pas connu non plus. Je ne peux même pas émettre d'hypothèses, je ne peux même pas imaginer. Même si j'ai des papiers, bon, c'est pas suffisant. Je fais confiance quelque part. J'ai un papier qui dit que je descends d'un tel et je fais confiance, j'acquiesce. Mais cet être est aussi étranger, mais est aussi étranger que n'importe qui, finalement.
la question sur la validité même de la parole, des mots, sur la pertinence de la réflexion, de la pensée, comment envisager les choses, comment interagir, comment créer une bonne articulation aux choses, comment et on se rend compte qu'on a échoué, qu'on a grandement échoué dans la tâche qui nous était dévolue, celle de vivre, bien vivre, trouver une raison d'être, voilà, trouver sa place. Et finalement, ben, il n'y a pas de place. Et on est obligé de se déclarer. On est obligé de rompre avec ce qu'on a été et de se renier. Les choix que l'on a faits, les décisions qu'on a prises, mais aussi ce qu'on n'a pas fait. Donc rompre avec soi, rompre avec cet être qui n'aura jamais été à la hauteur de la responsabilité qui était la sienne. On dirait que pour chaque geste, chaque acte, chaque parole, il fallait quelqu'un. Quelqu'un pour dire que cette parole, elle engage. Elle va vous engager, elle va t'engager sur un temps très long. Fais attention. Cette compréhension, cette approche, cette certitude, cet arrangement, tout cela va être très préjudiciable. Alors fais attention. Fais attention. Et essaie d'imaginer les conséquences de certains actes ou certaines paroles. Essaie d'anticiper, essaie de voir si cela pourra te convenir un peu sur le long terme ou sur le moyen terme. Donc on aimerait, comme cette idée intéressante, somme toute, qui nous a été transmise, comme quoi on aurait 2 anges gardiens, un ici et un là. Je vous salue, je les salue, évidemment. Je suis... Est-ce que, je ne sais pas, si ils sont changés au bout d'un certain temps, s'ils restent là. Et j'imagine que les anges ne vivent pas comme nous, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de se reposer, qu'ils n'ont pas besoin de se nourrir, que pour eux le temps n'est pas le même que pour nous, etc. Mais intéressant. Sauf que le problème, c'est que ces anges gardiens n'interviennent jamais. Alors, c'est ça on aurait aimé. Voilà, donc, à défaut d'avoir l'aide et d'être un peu cornaqué par ces anges gardiens, on va chercher du côté de ceux qui ne le sont pas, mais qui pourraient jouer ce rôle d'une façon peut-être un peu moins... qui pourraient le jouer tout de même. Alors on pourrait dire, tiens, quand tu m'entends parler d'une certaine façon, arrête-moi et demande-moi de me taire, par exemple. Il y a des moments où ce n'est pas le silence qui compte, c'est oui,
il faudrait cesser de parler, mais aussi cesser de regarder de la même façon, dans la même direction, rebrousser chemin. Et à un moment donné, il y a des choses plus impactantes que d'autres, avec toutes les excuses que l'on se donne, tous les arrangements que l'on fait avec soi-même, tous les accommodements que l'on fait avec la vie, voilà, avec les exigences d'une vie, d'une vie responsable. Je vois une difficulté, je la repousse. Je vois une contrariété, je la déplace. En attendant, je me retrouve avec des choses qui attendent. Alors, il y a certaines décisions qui attendent depuis, qui pourraient attendre des décennies, toute la vie. C'est jamais de tout au long de ma vie, je n'ai réglé cette question. Je ne lui ai apporté une quelconque réponse. Ce qui, après tout, est assez... qui donne, non pas qui invalide, mais qui rend tout cela, comment on dit, presque puéril, sans intérêt. C'est d'imaginer que tôt ou tard, on va être privé de parole. Alors, ce que l'on fait bouger quelque chose de promis à la défaisance, promis au pourrissement. Alors, d'une certaine manière, parler, c'est parler contre la mort, mais d'une autre façon, c'est, même si on parle, on ne va pas arrêter la mort, mais parler pour les jours où l'on sera empêché de parler. Il y a comme un peu en faire beaucoup pour les jours de disette, les jours où il sera plus possible, biologiquement parlant, de, de dire de dire quoi que ce soit. Ça sera fini. Donc c'est une manière de, de retarder le fatidique, de le repousser un peu. Un jeu bête, mais un jeu qui peut se concevoir. Donc, souvent, des gens, voilà, une interaction, ben, un des interactionnants demande à l'autre de débuter par la conclusion, de dire où il veut en venir, en fait. Commençons par la fin. Voilà, mettons de côté tous les détails et tout ce qui finalement tout ce qui va attend la conclusion. Dis-moi ce que tu veux directement. Ne passe pas par les préambules, par j'allais dire, va à l'essentiel, voilà, d'une certaine façon. Va à la conclusion, plutôt. La conclusion est terrible. La conclusion est tout sauf quelque chose qui pourrait nous enchanter. Alors c'est évidemment le désenchantement total, absolu. Je me regarde pourrir, d'une certaine façon, pourrir sur place, pourrir sur pied. Mon corps commence à donner des signes de sénescence. Il y a déliquescence, mais sénescence.
Voilà. Je me fais vieux et je me dégrade. Mais il y a aussi la part, la part sociale qui, elle aussi, suit le mouvement. Euh, je me, euh, je m'écarte ou je me m'auto-expulse ou d'une certaine façon je suis exilé euh, de la communauté des vivants, de mes semblables. Je suis mis au dehors, que je, par ma propre volonté ou par l'effet de choses conjuguées, voilà. C'est toujours, on est devant comme un tableau comme ça qui serait évidemment euh, un grand tableau, et on n'a pas, il ne suffit pas d'une journée pour que l'on puisse un peu prendre toute la dimension de ce qui est représenté dans le tableau. Il y a des scènes de toutes sortes et il y a des personnages. Alors, on va compter les personnages, on va compter les scènes, on va compter les. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire par là? J'ai oublié, ça m'a échappé. Mais en tout cas, je vais essayer de retrouver le fil si c'est possible. Sinon, oui, d'une certaine façon, il y a un moment, quelque chose qui a pris un tournant. Puis cette chose et ce tournant, ben, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de retour en arrière. On est resté dans le mouvement jusqu'au bout. On imagine, euh, il y a certaines choses qui sont en apparence comme ça, sans grandes conséquences. Une façon de faire, de réagir, l'expression de quelque chose à un moment donné. J'arrive pas à revenir sur le tableau, j'arrive pas à trouver le lien avec le tableau. Donc le spectacle de sa propre vie, voilà, comment on pourrait le représenter. Mais souvent on parle de ce qu'on a connu, la dimension des choses connues. Mais il y a la dimension des choses inconnues, notamment les langues qu'on ne parle pas et qu'on ne pourra jamais parler. C'est déjà le constat de quelque chose qui reste hors de notre portée. Et pourtant, c'est concret. On sait qu'il y a des langues différentes, il y en a beaucoup, mais on ne les a pas apprises, pas envie. Et puis, donc, il y a les choses que l'on n'a jamais approchées. Donc, on se contente souvent du peu qui nous arrive. Le monde, on le voit, on l'approche, on le, on a un rapport avec lui un peu toujours semblable. On ne divorce pas de soi-même, on ne divorce pas de ses idées, on ne divorce pas de ses présupposés, on ne divorce pas
de ces paradigmes, on divorce de rien presque. On est fidèle, il y a une continuité vraiment assez remarquable. Voilà, je suis fidèle à moi-même jusqu'au bout. Je serai fidèle jusqu'au bout. Et moi, il y a la possibilité d'être infidèle à soi. Donc la dimension de l'inconnu, c'est les choses qui sont restées. Voilà, c'était peut-être pas loin. Je me rappelle de cette sensation que j'ai eue quand je suis allé pénétrer dans un immeuble en cours de construction et que j'ai visité quelques, quelques appartements comme ça. Et j'étais dans un état émotionnel incroyable, pour ne pas dire autre chose. Une excitation et une peur, quelque chose que je ne ressens pas d'habitude. Je sais qu'il y a des gens qui font la prospection, qui découvrent qui pénètrent dans des maisons abandonnées. Ce n'est pas la même chose. Là, j'ai pénétré dans quelque chose qui est en cours de construction, qui n'est pas abandonné. D'une certaine façon, j'ai pris le risque de me faire arrêter, etc. Donc c'était tout juste à côté de chez moi. Donc je ne suis pas allé très loin. Donc il y a des choses qui nous procurent sensations, mais ces choses-là sont rares, évidemment, et par cet aspect-là, sont précieuses. Alors, on peut imaginer que dans la dimension, dans le monde des émotions, il y en a de très, très diverses, très variées. Qu'il y a cette émotion, et puis cette autre, puis cette autre. Mais je suis pas encore arrivé en fait à circonscrire ce que je veux dire. La dimension de l'inconnu, c'est d'être obligé de s'appuyer sur les récits, des choses qu'on n'a pas vécues et qui nous ont été rapportées. Oui, il y a eu cette dimension. Alors la dimension du merveilleux, d'une certaine façon, du possible, impossible, qui m'a été dont les portes m'ont été ouvertes par la littérature d'anticipation. Et c'est vraiment s'il y a un genre, évidemment protéiforme, mais s'il y a un genre qui permet à l'imagination de parcourir. Et c'est extraordinaire quand on voit ce que ça peut représenter comme décalage. Vous êtes dans la maison de vos parents, vous êtes un peu pris par vos études, par vos obligations scolaires, mais en même temps, vous vivez à côté, voilà, vous êtes embarqué dans une histoire dans laquelle certains événements se déroulent à des milliards, voilà, je sais pas, d'années, lumière, dans des galaxies, dans ceci, très lointain, et surtout des mondes très diversifiés, et des mondes, voilà, des choses impossibles sont annoncées possibles. Par exemple, par la magie du récit, et d'un seul coup, vous n'êtes plus cloué à votre dimension de terrien, soumis à la gravité, etc. Vous êtes libre. Vous, comme si on pourrait dire, vous suivez les courants cosmiques d'une certaine façon. Vous êtes là
à parcourir les galaxies, des parsecs par parsec. Vous êtes. Et à aucun moment, cela ne vous apparaît comment dire, euh, irrationnel ou non, vous y adhérez. Et c'est et cette chose, évidemment, elle vous marque profondément, ce désir de l'ailleurs. Mais dans l'ailleurs, évidemment, on se dit que, bien sûr, si on a, si on a des problèmes déjà à se, finalement, à trouver ces marques dans ce monde, comment on va pouvoir les trouver, ces marques, dans un monde différent. Si on est étranger dans le monde des hommes et que cette étrangeté entraîne des malaises sans fin, des inconforts à répétition, alors dans un monde autre, et vous mangez quand même quelque chose du pays dans lequel vous êtes installé, vous pouvez, mais dans un autre monde où tout serait différent, et vous seriez l'étranger absolu. Donc on peut penser que les choses ne sont pas aussi faciles, mais alors, dans cette idée de l'inconnu, l'inconnu du tramway, l'inconnu de je ne sais pas quoi, quand on vit avec finalement sous la coupe, dominé par quelques accidents. L'accident au parcours, mais qu'en fait ne sont pas des accidents qui mortels, mais qui sont des accidents qui débouchent, on va dire, tiens, deux personnes se sont télescopées, bon, il y a quelques petits dégâts, mais pas la magie quelque part, quelque chose comme ça, un peu mystérieux, va les rapprocher. Alors, j'aurais choisi, peut-être, j'aurais été dans la difficulté, j'aurais fait appel à quelqu'un, ce quelqu'un a répondu à ma demande, et puis finalement, il connaissait des gens, il venait avec des gens, et puis j'ai fait connaissance, et puis ça a un effet comme ça. Mais si je n'étais pas tombé dans la difficulté, j'aurais pas connu cette personne. On va dire ça comme ça. Si j'avais, mais on dépend de quelque chose de finalement d'assez petit, d'assez minuscule même. On pourrait dire, tiens, je choisis d'être dans des aléatoires différents, plusieurs. Je voudrais en expérimenter un grand maximum. Voir si, comme un aléatoire que j'ai vécu à un moment donné, j'ai rencontré une Martiniquaise ou une Guadeloupéenne, parce qu'elle s'appelait Georges, parce qu'elle était grande et quelque chose d'assez grande et un peu forte, un corps qui m'est resté quelque part, qui ne me parlait pas, qui restait quelqu'un qui tenait son corps, à ce corps qui ne se révèle pas, ce qu'il était, mais voilà. Et je me demande, on mangeait ensemble, mais je ne sais pas ce qu'on se racontait. Vraiment. Alors, quelque chose qui est de l'ordre du possible, mais qui reste inaccessible, c'est d'aller nager dans les mers tropicales ou d'être carrément de vivre en tropicalité. Imagine quand on connaît comme océan, comme mer, que la mer, que l'Atlantique et l'Atlantique est difficile. Et puis les tempêtes, les dangers, le froid, voilà. Tandis qu'une mer tropicale,
Il peut y avoir des tempêtes, mais en général, voilà. Donc, et puis, des nourritures, et puis, bon, voilà. Donc, la couleur de l'eau, la couleur du ciel, tout un tas de choses. Et on côtoie quelqu'un qui a vu des choses qu'on ne verra jamais, et pourtant, on devrait être, quelque part, on devrait être uniquement, euh, uniquement intéressé ou vraiment essayer de lui faire euh, narrer ces choses-là, qu'il nous raconte, que cette personne nous raconte, qu'elle nous raconte son soleil à elle, ses mers à elle, son air à elle, c'est tout ce qui fait qu'elle n'est pas comme moi, qu'elle n'a pas passé son enfance dans le même environnement que moi. Quelque part, elle représente pour moi un meilleur désirable, plus pour moi que pour elle peut-être. En tout cas, voilà, donc, mais on est là et on, on se force pas. On laisse venir et on laisse s'en aller aussi. Donc, des questions auxquelles on n'aura pas de réponse. Parce que les gens auxquels on aurait voulu ou dû poser cette question ne sont plus là. Ces gens-là sont partis avec leurs secrets. Il y a des pères dont j'aurais voulu me réclamer, me revendiquer. J'ai laissé couler. Des années sont passées et puis arrive ce qui arrive et voilà, ces gens-là, j'y pense avec un sentiment d'affliction. J'y pense. Et je me dis, ils étaient là, accessibles. Je me rappelle cette oraison funèbre que j'ai faite pour une personne qui ne m'était pas accessible, mais que j'ai connue comme donneur de leçons. Et des leçons auxquelles je ne comprenais rien, presque, et qui, peut-être parce qu'il était un peu hermétique quand même, sa façon de transmettre n'était pas la plus indiquée. Cet être, donc on imagine que il a un vocabulaire, il a des connaissances, il a développé un rapport au monde, une sensibilité, il a plein de choses. Et puis, il est mort. Il est mort et il a été incinéré. Mais le détail le plus important de cette histoire, c'est que son horizon funèbre, je l'ai fait devant une webcam, et finalement, la webcam n'a rien enregistré. À une époque, je ne prenais pas autant de précautions. Donc, finalement, cet être a disparu, sauf s'il a laissé des livres, mais ou des conférences, je ne sais pas. En tout cas, il a disparu totalement. Quoi, eh bien, n'existe plus. Puisque, voilà. Donc, ça m'a fait plaisir de voir que quelqu'un qui est un essayiste parle de cette tendance à faire disparaître les gens de façon définitive en les réduisant à la poussière, finalement à quelques comment on peut appeler ça, à quelques fragments de poussière. C'est quelque chose. Alors, il y a des gens auxquels on devrait élever des monuments. On devrait d'une certaine façon, les congeler ou les figer pour l'éternité. Parce que on les trouve à part. Mais de là à ce qu'ils se transforment en cendres. Donc, sûrement, derrière tout cela, il y a peut-être l'expression
d'une forme, d'un rapport au monde qui est nouveau, qui commence finalement à se généraliser. Un refus total du monde. Le monde me rejette, je le rejette aussi. Je ne lui lègue rien du tout. Je disparais totalement. Je ne peux pas disparaître totalement, mais je ne laisse derrière moi que de la cendre. Alors que si j'avais choisi l'inhumation, peut-être aurais-je eu la chance d'être découvert. Peut-être dans quelques siècles, comme ça au hasard. Et puis, bon, je sais pas, j'aurais peut-être comment voici donc des questions auxquelles on ne pourra pas de réponse, on ne trouvera pas de réponse, parce que il y a des questions très très particulières, destinées à être posées à des personnes précises. Mais ces personnes-là, il y a aussi des sortes d'interpellations, d'adresses, de demandes d'explications, de demandes de... On pourrait avoir envie de demander à quelqu'un de nous éclairer, de ne pas nous laisser, voilà, sur ce désir, sur ce constat de... On aimerait qu'une personne nous raconte certaines choses, nous renseigne, nous enseigne. Voici un être qui était un grand spécialiste, a priori, de Byzance. Il n'est pas beaucoup cité, mais il fuit. Donc, le grec ancien, j'imagine, le grec de Byzance, etc. Et puis, la connaissance qu'il avait de l'Italie, qu'il avait des pays balkaniques et tout ça, tout cela disparaît. Il reste quelques livres, mais est-ce que les livres sont suffisants pour vraiment donner, pour offrir une vision complète? Il y a d'abord une forme non pas d'épure ou d'épuration. Le livre demande à ce que ce soit très bien construit, est-ce que ça reste très lié. On peut pas, quand on parle d'un sujet, il faut se consacrer au sujet et ne pas finalement faire du hors sujet, parce qu'on pourrait tenter finalement par voilà, faire comment on peut appeler ça? Il y a un terme pour dire ça, pas des hors-textes, non, mais des dégressions, voilà, pour être. Mais quand on écrit quelque chose qui va servir, il y a les impératifs, j'allais dire disciplinaires, voilà, scientifiques, comme on dit, ce mot que évidemment moi je refuse, mais que je pourrais même dire que j'aborde. Qu'est-ce que c'est que la science du scientifique? Et là, il y a tout de même dans la narration que l'on construit autour de soi, il y a tout de même une forme, il y a une propension à la répétition. D'abord, le passé est figé, donc on ne peut rien y rajouter. On va en retrancher par un effet mécanique, par l'oubli.
Et il y a des éléments qui s'effacent, d'autres qui restent, mais ce n'est pas la totalité. Donc la répétition. Je suis né quelque part, j'ai grandi, j'ai été là, 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 là. Quelque chose d'assez linéaire presque. Et des choses qu'on va répéter de la même façon, peu importe les interlocuteurs. Alors qu'en fait, parlons de son enfance, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? À un moment, tiens, en parlant de son enfance, à un moment donné, quand par exemple vous avez quelqu'un qui dit, j'ai rien à raconter, il n'y a pas eu d'événement majeur. Et moi j'étais un peu, j'étais pas comme ça, mais quelque part, je ne trouvais pas à raconter. Et puis j'ai découvert que, forcé, que finalement, là où j'ai fait le plus de choses, là où j'ai vécu le plus de choses, avec le plus d'intensité, avec ceci, cela, avec le plus de monde, avec le plus d'interactions, c'est pendant mon enfance. C'est à un moment donné où j'ai carrément été habité dans mon enfance. C'était un peu mon refuge et des gens. C'est là où normalement je me retrouvais entouré, entouré par beaucoup de gens. Voilà. Et elle disait, c'est pas possible que j'ai vu cela et que je n'ai pas pressenti que ça n'allait pas durer. Il y a des gens que j'ai vus 2 fois toute ma vie, toute mon enfance, 2 fois, ou peut-être 2 fois, ou une fois seulement. Et il y a des gens que j'ai vus peut-être 10 fois, mais j'aurais pu les voir plus, beaucoup plus. Et il y a des gens, voilà, dont j'ai gardé, voilà, en souvenir une phrase, ou peut-être même pas. Alors, la question qui vient, justement, qui découle de tout cela, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Pourquoi, quelquefois, on a le sentiment, le pressentiment, presque l'intuition, que l'on est mal engagé. Et que malgré cela, malgré cet avertissement, malgré ces effets, malgré ces avertissements, euh, moi je reprends la même chose, je ne sais pas ce que je dis avant avertissement, on ne fait rien. On ne fait rien, on ne se reprend pas, et puis on continue. Il me reste quelque chose d'assez exceptionnel, exceptionnel à plusieurs égards, mais je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens, ou alors j'ai les moyens, mais je fais comme si je ne les ai pas. Il y a une tante, tout ce qui me reste. Et puis il y a quelqu'un de plus âgé, une femme, des oncles de ma mère, et qui a dépassé les 100 ans et qui, évidemment, a encore sa mémoire et qui pourrait me raconter des choses. Si quelque chose sur quelqu'un, sur le point de disparaître, et que je ne cherche pas à approcher pour récolter quelques confidences, quelques éclairages, quelques récits du temps ancien. Donc, la catastrophe est proche et je ne fais rien, comme tant d'autres. L'imminence de la disparition d'une personne unique. On pourrait dire que toutes les personnes sont uniques, mais là, il s'agit de quelqu'un de plus unique que les autres. Voilà, à plusieurs égards. Enfin, la question, évidemment, pourquoi on est comme on est? Pourquoi on n'est pas dans une autre disposition psychique ou mentale et que l'on n'arrive pas à être mieux que ce qu'on a été ou à être plus dans l'initiative, plus dans
l'application, plus dans le sérieux, plus dans la sévérité un peu avec soi-même. Pourquoi est-ce qu'on se pardonne tout? On se trouve des raisons, on se fabrique une forme de, j'allais dire, euh, voilà, une causalité, voilà, quelque part, qui expliquerait, voilà, bon, d'accord, mais je voulais bien le faire, mais j'étais dans des conditions qui permettaient pas ceci, cela. À raconter quelque chose. Alors, c'est toujours difficile de raconter. Dans le sens où, déjà, je me fais face, et en même temps, je suis mon propre auditeur, premier auditeur. Je m'écoute, et c'est pas que je me découvre, mais en même temps, je rigole de moi-même. Je me moque de moi-même. Après tout, ce qui me reste, c'est ça. C'est une forme d'autodirision. C'est de ne pas, c'est de ne pas croire en mes propres paroles. Ouais, c'est me moquer de moi-même. C'est finalement de me tourner en ridicule, tourner tourner en ridicule, tourner, je sais plus. En tout cas, c'est le statut que l'on essaie de se donner. Hmm, va au diable, toi et tes... On est devant l'expérience du temps, du passage du temps. Cette expérience est très, très bizarre, puisque on ne sait pas où va le temps qui s'en va, et on ne sait pas, évidemment, si on se dit, tiens, j'aurais dû faire ceci ou cela, si donc le temps qui va arriver, je vais m'y atteler. Et pourtant, on remarque qu'on a un peu été un peu nonchalant, un peu trop permissif, un peu trop léger, un peu trop. Et puis, on se dit, d'accord, stop, je vais agir de façon plus sérieuse. Et pourtant, encore un jour, dans l'irréflexion, un jour dans l'indécision, un jour dans la... Voilà, dans une recherche brumeuse de quelque chose. On ne sait pas ce qu'on cherche. Et donc, on est là et on regarde passer le temps. Il est 8 heures. Il est 9 heures. Il est 9h30. Et ça continue. Et ça ne fait que tourner, mais bon, ça avance en tournant. C'est quoi ce mouvement? Voici donc la nuit, une nuit qui revient, une date importante pour moi, qui me parle. Mais le, pas le constat, mais quelque chose qui, encore une fois, rappelle à quel point la maîtrise de sa propre, de sa sauvegarde, la maîtrise de ce qui importe pour soi est une chose totalement, est une chose très relative. Donc, on pense être prémuni, on va dire ça comme ça, un peu métaphoriquement, contre les dangers, contre les courants traîtres, et pourtant, il reste toujours
quelque chose de découvert, euh, quelque chose à découvert. Et finalement, et le coup arrive toujours un coup en traître, évidemment, un coup dans le dos, un coup dans... Voilà, et la lame arrive toujours à trouver sa place jusqu'à un organe vital. Là, vous avez été touché dans finalement ce qui fonde votre rapport à la vie. Vous avez été touché d'une façon qui ne vous permettra plus de voir le monde, d'avoir relation au monde comme avant. Il y a un avant et un après, il y a une césure, il y a une rupture, il y a une cassure, il y a tout ce que l'on veut, mais tout sauf ce qui était courant avant. On faisait la liste de certaines personnes et puis on pouvait, voilà, derrière chaque nom, il y a un visage. Et arrivé à un moment donné, ben, il y a toujours un nom, mais derrière, il n'y a plus de visage. Ou alors, c'est un visage qui, qu'il faut rectifier. Donc, imaginez que ce visage, vous ne le reverrez jamais. Voici donc une nuit. La nuit, pas la nuit de l'erreur, la nuit, c'est la nuit du destin, c'est la nuit de la blessure, la nuit de l'arrachage ou de l'arrachement, la nuit de la... Après ça, après ça, on passe sa vie à s'interroger sur ce qu'on n'a pas fait, évidemment. On, on essaie de mesurer le degré de responsabilité qui a été la nôtre dans la survenue de cet événement. Se pose la question. Alors il y a une chose que l'on se dit, voilà, est-ce que ça aurait dû être moi? J'aurais préféré que ça soit moi, que cette chose me soit épargnée, que cette blessure, que cette... J'ai très mal supporté cela. Alors évidemment, euh, on ne rachète pas une mort par une autre, mais quand même, moi dans la vie, j'étais mal orienté. J'allais mal finir, donc partir plus tôt, partir un peu tard, pour moi, ça n'aurait pas fait trop de différence. Non, pas tant que cela. De 20 à 60, je pourrais dire. J'ai mal fait sur toute cette durée. Je n'ai rien réalisé, je n'ai rien fait de, de remarquable, rien. J'ai noirci quelques pages. J'ai parlé. Mais on sait que la parole d'un être est tout sauf importante, tout sauf, tout sauf utile. Qui a besoin de m'entendre? Ah, évidemment, je tourne, je revisite, j'essaie de, voilà, de reprendre un peu les choses, voilà, en changeant un peu quelques termes, quelques récits, voilà, je fais appel à ceci et à cela, mais dans le fond, j'arrive à intéresser personne. Donc, tout ce que j'aurais fait n'aura servi à personne.
n'aurait pas donné envie, voilà, de se dépasser à quelqu'un ou finalement de sortir de sa normalité pour aller vers quelque chose de plus intéressant, vers une transcendance. D'accord? J'aligne les mots. Voilà ce que je fais. Là, il m'a plu de sortir le mot transcendance. Et après, qu'est-ce que ça veut dire exactement la transcendance? Donc, alors, je me rappelle qu'une chose qui m'avait un peu arrêté dans finalement ce que je ressentais comme douleur et que rien ne pouvait atténuer sur le moment. C'était la mort de 300 000 et quelques personnes. Une semaine après, le dimanche d'après, 300 000 et quelques. Il y a quelque chose comme ça qui m'avait frappé. Alors, les orphelins, il y en avait beaucoup, mais j'imagine, par exemple, un grand-père, voilà, c'est l'histoire d'un grand-père qui s'est retrouvé seul. Toute sa famille a été emportée, soit par les vagues, soit par, voilà, il y a eu aussi le tremblement de terre. Donc, quelque part, il y a cette situation dans laquelle une personne âgée, qui avait des enfants, des petits-enfants, etc., qui pouvait peut-être faire face à la mort en se disant que on va veiller sur lui, que cette descendance va s'occuper de ses funérailles, qui ne sera pas oublié, etc., etc. Alors il est obligé, c'est qui va enterrer ses fils et ses petits-fils, ses fils, ses filles, etc., tout le monde. Et après, il fait quoi? Il ne va pas se remarier et essayer de fonder une autre famille, une nouvelle famille. Voici ce qui m'avait, voilà, cette histoire-là. Donc il a fallu ça. Il a fallu ça pour un peu écraser ce sentiment de douleur, l'atténuer en tout cas. Donc se poser la question du pourquoi. Ou alors cette question, elle a du sens ou elle n'en a pas finalement. Elle est subsidiaire, voire totalement sans... Elle ne correspond à rien. Ce qui gouverne le monde est d'une toute autre nature. Ce qui gouverne le monde, ce sont des lois qui ne tiennent pas compte des individus, qui ne tiennent pas compte des conditions de vie des uns et des autres, des traumatismes qui vont survenir, etc., des vies complètement bouleversées. Évidemment, je pourrais penser aux gens morts, par exemple, pendant un tremblement de terre, les gens qui ont attendu d'être secourus, mais qui sont morts de faim. Ou morts parce que leurs blessures n'ont pas été soignées, qui sont restés sous les décombres. Les exemples sont... Alors, on pourrait dire, tiens, cette vie-là, elle est là pour essayer de différencier, de sélectionner les gens, les élus et ceux qui vont être rejetés. C'est devant comment on va réagir devant quelque chose qui nous dépasse. Est-ce qu'on va accepter ou est-ce qu'on va se révolter? Est-ce qu'on va tout renier ou est-ce qu'on va se dire, tiens, je suis quand même
ce n'est pas c'est la volonté de quelqu'un d'autre. C'est la volonté de quelqu'un de plus haut qui sait ce qu'il fait. Que par ce déséquilibre, il permet l'émergence d'un équilibre ailleurs. On pourrait dire cela, on pourrait dire des tas de choses. Et on pourrait dire jusqu'à la fin des temps, mais est-ce que le dire suffit à changer la réalité de ce que l'on perçoit? L'incapacité à se relier à ses semblables, à entrer en communication avec eux, est une chose qui passe très mal. Ouais. Je me rappelle de cet être mort et incinéré depuis. J'ai été le voir parce que je voulais parler de ma perte à moi, étant entendu que lui, il avait vécu une double perte. Je me suis dit, tiens, ça va nous permettre de communiquer de nous retrouver un peu, à pouvoir peut-être pleurer ensemble. Mais ça n'a pas marché. Cet être n'était pas disposé finalement à partager, à communiquer sur cela. Donc, les choses sont restées telles qu'elles sont. Et puis lui aussi, il est mort. J'apprends, je croyais que c'était une famille de 11 enfants, et finalement, ils étaient 14. Et donc, pour moi, c'était 11. Donc, ces 11 du départ, ces 11 au départ, un certain nombre ont commencé à faire défaut. Un tel est mort de ceci, un tel est mort de ceci. J'imagine qu'à la fin des 11 premiers ou des 14, il en est resté la moitié. Donc il y a des choses qui nous parlent plus que d'autres. Il y a des mots pour décrire certaines situations, pour rendre compte, finalement, de quelque chose que l'on ressent. Et même si là je parle et je suis détaché, je commence à parler et je pense à autre chose. Ça m'arrive pas, hein, ça m'arrive jamais presque. La parole est tellement engageante que le fil de la réflexion s'interrompt. Mais je suis en train de finalement de comment on dit cela, de me réserver un truc à part. C'est comme ça. C'est pas que la question de départ n'est pas très stimulante, n'est pas prenante, mais c'est, je sais pas, on peut être dans des dispositions différentes qui varient un peu de celles qu'on avait avant. On pourrait se dire qu'il faudrait un peu la contribution de tout le monde pour essayer de donner des pistes. Chaque personne, avant de s'en aller, on va lui demander de nous raconter un peu ce qui a été le plus important pour elle. Chaque personne donnerait ferait son compte rendu de son passage dans la vie et
et les conseils qu'il pourrait laisser, les réponses auxquelles il a abouti, un peu un condensé de, de sa propre euh, expérience. Voilà, et quelque chose qui obligatoirement va être différente d'un individu à l'autre. Il ne peut pas y avoir une correspondance ou une identicité absolue. Mais voilà, donc quelqu'un qui va être plus sensible à une chose et qui va en rendre compte. Et c'est vrai que l'on est tous un peu dans la nostalgie de l'avant. Et parce que on sait ce que l'on a laissé derrière soi, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, quelque part, dans le passé, il y a, il y a la permanence de quelque chose qui nous nourrit, nous est bénéfique, ne serait-ce que la période de l'enfance, pendant laquelle on était généralement, pas tout le monde, mais dans la majeure partie, on était protégé, soigné, consolé, réconforté. On recevait, aimé aussi. Et puis là, après, on est livré à soi-même, les adversités de toutes sortes, les ennemis, les, les indifférents, les gens qui, finalement, contre lesquels il faut se battre, sans être défendu par personne. Alors peut-être les leçons que l'on a un peu négligées, voilà, et dont on aurait besoin, ben finalement c'est trop tard. On- Donc, ouais, pourrais le faire. Chaque fois que je rencontrerai quelqu'un, j'irai lui poser une ou deux questions. Raconte-moi, nourris-moi, apprends-moi. C'est intéressant d'être un apprenti, un apprenti permanent, de se revendiquer comme élève et non pas comme autre chose. J'ai toujours besoin de qu'on qu'on me montre les choses, qu'on m'indique, qu'on m'oriente. Je pourrais être dans une forme d'auto, euh, j'allais dire, d'auto. Si jamais je pensais que j'avais un peu fait le tour des choses, que j'aurais tout compris, bien sûr, j'ai compris des choses, mais elles ne sont pas essentielles. C'est un peu sur les marges, d'accord. Mais le cœur, le pourquoi essentiel, la raison derrière les choses, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que les choses se présentent euh, dans un certain ordre, que certaines, dans cette euh, conséquentialité ou dans ces causalités, dans ces choses liées, dans ces comment faire face à l'erreur de perception, à, à ce flottement, à ce manquement, euh, et comment on rate un peu, et on rate un peu, euh, comment on passe à côté d'une, d'une quelque part de la compréhension.
la compréhension, la bonne compréhension, si je puis dire. C'est bizarre, bonne compréhension. En tout cas, et certaines choses ont besoin un mode d'emploi, un modus operandi particulier. Et on cherche, comme tout à l'heure je voulais en parler, on cherche comment on pourrait dire, tiens, je cherche la personne qui me correspond le plus. Comment pourrait-on mesurer cela avec laquelle j'aurai le plus d'affinité? Alors, affinité à 80%, tandis qu'avec les autres, c'est 40, 30, moins. Donc on pourrait dire, je cherche la personne qui me donnera la réponse qui me conviendra le plus. La réponse euh, qui arrêtera, qui mettra fin à ce sentiment d'incertitude, à ce sentiment d'être quelque part face à la fatalité, d'être démuni, d'être sans âme, sans capacité, d'être livré, voilà, au destin pieds et mains liés, voilà, c'est cela. Comment tenir face, face à ces, euh, à cette, à ce qui nous menace et qui se rapproche, à cet ennemi euh, irréductible, cet ennemi euh, tout-puissant. Comment, et surtout, et aussi, qu'est-ce qu'on pourrait laisser derrière soi? Alors, ça devrait se résumer en quelques mots. C'est assez difficile, mais résume un peu comme une forme de... Euh, comment on appelle cela? J'ai oublié ce qu'on inscrit sur les tombes, sur les plaques, pas les plaques, mais j'oublie tout. Marcher sans faillir, marcher sans défaillir, marcher, aller de l'avant sans se retourner, sans se détourner. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est vrai que l'on marche, même quand on ne marche pas. Euh, on avance, on essaie se forger, de se, de se, c'est pas se forger, mais de se ménager un, un sentier, un chemin, il y a des jours où on pose un pied, et puis on fait un pas, puis on attend, et le jour d'après, on fait un deuxième pas. Donc, comment dire, dans une sorte de mouvement très ralenti, mais peu importe que l'on accélère ou que l'on ralentit, le bout du chemin, on ne l'atteindra pas. Notre destination est hors de portée. Pierre tombale et ben, j'ai oublié l'autre mot. Donc je voulais arrêter après 1 heure et demie, c'est bientôt 1 heure et demie. Donc comment ça s'appelle? Ouais, résumer les choses de façon évidemment très ramassée, très condensée. Oui, je pourrais tout reprendre
et me lancer dans un deuxième opus, à dire, tiens, on pourrait avoir envie peut-être dans un sentiment de gratitude, l'expression d'une gratitude envers tous les gens qui nous ont un peu donné d'eux-mêmes, voilà, quelque chose d'eux-mêmes, qui nous ont dotés d'un savoir ou d'une perception, d'une sorte de un sens, voilà, un sens que l'on aurait acquis en fréquentant certaines personnes et puis une, j'allais dire, une forme de, non pas de compétence, mais un talent quelque part qui nous aurait été révélé, que on ne pensait pas avoir, mais qu'on aurait découvert parce que quelqu'un nous aura aidé à le faire, à le faire apparaître, à le faire, à C'est vrai qu'il y a toujours, il y a toujours derrière des paroles un besoin, une envie de rendre hommage, de, d'être dans le sentiment de gratitude. Euh, nous dépendons des autres d'une manière ou d'une autre. Et cette dépendance, quelquefois, on s'en offusque pas. Et cette dépendance nous convient. C'est pas grave. Si je n'ai pas pu tout comprendre par moi-même, si je n'ai pas pu tout faire par moi-même, tant pis si j'ai fait appel, tant pis si j'ai accepté l'aide, tant pis si j'ai accepté le secours d'un autre, tant pis. Si je n'ai pas su, euh, si je n'ai pas su m'en sortir tout seul. Donc la réponse à la question de départ n'a pas été fournie, et tant mieux, donc à un autre moment.